Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ces enseignements en vidéo de physiologie animale et nous allons démarrer un nouveau chapitre, le chapitre 2 consacré aux relations entre les animaux et la température. Cette première vidéo introductive sur ces notions va évoquer la température comme facteur de l'environnement mais aussi paramètre physiologique. L'ensemble de ce chapitre 2 sera consacré en fait au métabolisme énergétique, à la température, à la notion de thermorégulation et aux réponses de l'organisme animal aux variations de température du biotope. En introduction, je voulais présenter avec vous deux notions tout à fait différentes, la chaleur et la température. Ce sont deux grandeurs physiques qu'il ne faut pas confondre. Tout d'abord la chaleur. La chaleur, c'est une forme d'énergie, on parlera d'énergie calorifique, qui est actuellement exprimée en joules. L'unité ancienne était la calorie et la relation entre calorie et joule est la suivante. Une calorie est égale à 4,184 joules. La calorie était définie de la façon suivante. Une calorie, c'est en fait la quantité de chaleur qui est nécessaire pour élever de 1 degré la température d'1 gramme d'eau, c'est-à-dire quantité de chaleur dans une marge de température, une frontière de température qui est entre 14,5 degrés et 15,5 degrés. La deuxième notion à évoquer ici, c'est la température. La température, c'est une grandeur physique également, caractéristique de l'état d'agitation désordonné d'un système, que ce soit un système gazeux, liquide ou solide. Et la température est repérée sur une échelle graduée en degrés Celsius ou en degrés Kelvin. Alors l'échelle Celsius, elle est en fait définie par rapport à la température de l'eau bouillante, 100 degrés Celsius, et de la glace, 0 degrés Celsius. L'échelle Kelvin, ce qu'on appelle aussi la température absolue, se définit par rapport à la température la plus basse possible, appelée le zéro absolu, qui correspond en fait à moins 273 degrés Celsius. Et du coup, on a une relation entre les deux températures. La température en degrés Kelvin, c'est la température en degrés Celsius plus 273. Cette vidéo est consacrée à la présentation de la température comme facteur à la fois de l'environnement et facteur physiologique, paramètre physiologique. Je voulais tout d'abord vous montrer que les processus biologiques sont très dépendants de la température. Et pour cela, nous allons étudier les effets de la température tout d'abord à l'échelle moléculaire. Un exemple, c'est d'évoquer les effets de la température sur la vitesse d'une réaction enzymatique. En effet, quels que soient les animaux considérés, l'importance de la température dans leur physiologie est due en particulier à son impact sur la vitesse des réactions enzymatiques. Alors les réactions enzymatiques, comme toute réaction chimique, vont subir l'influence de la température et cette courbe exprime les effets de la température sur la vitesse d'une réaction enzymatique. Deux parties à analyser dans cette courbe. Tout d'abord, quand on augmente la température, ici, dans cette marge de température, on voit que la vitesse de la réaction enzymatique s'élève jusqu'à une valeur maximale. Ceci s'explique par les effets bénéfiques de l'augmentation de l'agitation thermique, donc de l'augmentation de l'énergie cinétique, sur l'activité de la molécule protéique qu'est l'enzyme. Et puis ensuite, quand on continue à augmenter la température, la vitesse décroît. En effet, du fait de leur nature protéique, les enzymes se dénaturent lorsque la température devient trop élevée. Cette dénaturation entraîne alors une diminution brutale de leur activité qui s'oppose aux effets bénéfiques de l'augmentation de l'agitation thermique. Par conséquent, l'activité d'une enzyme est maximale autour d'une gamme de températures très étroite,
qu'on appelle en fait l'optimum thermique. En gros, il y a une température d'efficacité maximale pour une enzyme donnée. Alors à partir de ces cours, on va pouvoir exprimer ce qu'on appelle la notion de Q10. La notion de Q10 peut être reflétée à travers ce document, qui est l'étude en fait de deux enzymes différentes mentionnées ici par A et B. Et comme tout à l'heure, on exprime la vitesse de la réaction en fonction de l'élévation de la température, et on s'est positionné ici avant l'optimum thermique. Alors le Q10, c'est en fait un facteur qui permet de décrire l'influence de la température sur une enzyme. Le Q10, c'est le rapport des vitesses enzymatiques lorsque la température est augmentée de 10 degrés. Alors par exemple, pour l'enzyme grand A, bien on se rend compte que lorsque la température augmente de 10 degrés, la vitesse est doublée. On dira que le Q10 de l'enzyme A est égal à 2. Pour l'enzyme B, quand on augmente de 10 degrés la température, on observe que la vitesse est triplée. On dira donc que le Q10 de l'enzyme B est égal à 3. Le Q10 des réactions enzymatiques s'étend en gros entre 2 et 3. Et donc, en général, les enzymes sont entre ces deux extrêmes, ici entre donc, le Q10 de 2 et Q10 de 3 ici. Donc en général, on a toutes les possibilités entre ces deux courbes. Toujours pour vous montrer le lien entre température et molécules, je vais vous parler de protéines particulières qu'on appelle les protéines HSP ou protéines de choc thermique, donc heat shock protein. Tout d'abord, les conséquences dans la cellule d'une agression thermique. Eh bien, quand une cellule, que ce soit une cellule bactérienne ou une cellule eucaryote, est exposée à des températures élevées, ça provoque, dans un premier temps, la dénaturation des protéines constitutives, c'est-à-dire ça entraîne une perte de leur conformation d'origine et du coup de leur fonction. On l'a vu tout à l'heure, quand la température est trop élevée sur l'activité d'une enzyme. Mais la cellule va réagir à cette agression par une augmentation de la synthèse de protéines de choc thermique, donc de protéines HSP. Ces protéines sont appelées aussi des protéines de réponse au stress, car diverses situations de stress qui provoquent aussi la dénaturation des protéines peuvent induire une augmentation de leur expression. Alors quel est le rôle de ces protéines HSP? On dit parfois que les HSP sont des chaperons moléculaires. Chaperonner, c'est un verbe qui signifie surveiller. Alors les HSP, elles vont en fait rétablir la conformation des protéines dénaturées. Voilà ici une protéine, par exemple, dénaturée, qui a perdu sa conformation. Et bien ces protéines HSP vont rétablir la conformation initiale, et donc la fonction des protéines, et sont des réactions qui consomment de l'ATP. Alors en fait, ces protéines HSP fonctionnent aussi dans les conditions normales, permettant aux protéines néosynthétisées d'acquérir leur conformation spécifique. Les protéines HSP interviennent aussi dans les changements de conformation de protéines qui sont destinées à traverser les membranes d'organites. Par exemple, pour les protéines qui sont destinées à traverser la membrane mitochondriale. Alors, on peut dire finalement que les protéines HSP sont en quelque sorte des protéines assistantes pour la maturation et puis aussi pour l'adressage de protéines vers certains compartiments. Dans la réponse au stress thermique, les protéines HSP ont beaucoup plus de travail que dans les conditions d'absence de stress, parce qu'en plus des chaînes protéiques néosynthétisées, les HSP doivent s'occuper aussi des protéines dénaturées par la chaleur, en les aidant à acquérir leur conformation. Alors, je vous ai montré ici un exemple d'influence de la température sur les molécules et des réponses cellulaires. On aurait pu évoquer aussi l'influence des changements de température sur la fluidité des membranes. En effet, quand la température diminue, la fluidité membranaire diminue. Et en fait, il existe ce qu'on appelle une température de transition de phase, qui est la température en dessous de laquelle on passe d'une bicouche fluide à une bicouche à l'état de gel. Et bien, quand la température de l'environnement cellulaire diminue, il y aura une augmentation du taux d'acides gras insaturés dans les lipides membranaires, ce qui diminue
la température de transition de phase et ce qui permet de maintenir fluides les membranes, même quand la température est abaissée. Alors on a fini ces effets de la température à l'échelle moléculaire. Quelques mots maintenant sur les effets de la température à l'échelle des organismes. Alors on peut appréhender les effets de la température à l'échelle d'un organisme entier, et j'ai choisi ici l'exemple du dorifort. Alors la mesure ici de sa consommation d'oxygène sera un reflet en fait de son métabolisme. On reviendra sur cette notion tout à l'heure. Alors ici, voilà un résultat expérimental de la mesure de la consommation d'oxygène, c'est-à-dire du métabolisme du dorifort, en fonction de la température. Et en soumettant cet animal à différentes températures ambiantes, on observe que le métabolisme est influencé par la température extérieure. En effet, on voit que quand la température extérieure diminue, le métabolisme, c'est-à-dire la consommation d'oxygène, qui est un reflet de l'intensité du métabolisme énergétique de l'animal, on voit que cette consommation diminue. Donc il semble que plus on abaisse la température et finalement plus le métabolisme de l'animal diminue. C'est donc bien une influence de la température extérieure sur l'organisme entier. Alors ici, on est chez un organisme, on verra, qu'on appelle un ectotherme, on y reviendra tout à l'heure, et la température va, quand elle diminue, conduire à une diminution de la consommation d'oxygène, évidemment dans une gamme de température physiologique. On fait varier la température ici de 30 degrés à 10 degrés. Alors on va observer, on va faire le même type de mesure ici chez l'homme. On verra que l'homme est un endotherme, on reviendra sur cette notion. Alors ici, bien, quand on se positionne par exemple avec cette température ambiante et qu'on diminue la température ambiante, eh bien on voit au contraire que la consommation d'oxygène, donc le métabolisme, augmente. Donc il y a finalement une relation tout à fait différente. Je voulais vous montrer par ces deux documents que, premièrement, la température influence l'organisme dans son entier, et que d'autre part, il y a deux grands types d'organismes. Des organismes dont l'abaissement de la température diminue le métabolisme, le dorifort, et des organismes dont la diminution de température, au contraire, augmente le métabolisme, type homme. Alors j'ai parlé plusieurs fois de métabolisme, quelques mots sur le métabolisme énergétique et sur sa mesure. Alors les animaux en fait produisent de la chaleur. En effet, la chaleur est un déchet en quelque sorte du métabolisme, mais un déchet utile. Les réactions qui ont lieu dans l'organisme sont des réactions biochimiques qui ont des rendements énergétiques de l'ordre de 25%. Ce qui signifie que la majeure partie de l'énergie mise en jeu par les réactions métaboliques est dissipée sous forme de chaleur. Donc la chaleur peut être considérée comme un déchet du métabolisme au même titre que le CO2 ou l'eau. Et ce déchet est d'autant plus abondant que les cellules ont une activité importante. Mais cette chaleur n'est pas seulement un résidu au sens habituel du terme, car cette chaleur métabolique produite par l'organisme, ce qu'on appelle la thermogénèse, peut être utilisée par l'animal pour augmenter la température de ses tissus. Et donc cette chaleur peut être considérée comme un déchet utile. Alors il y a deux notions qui peuvent être évoquées ici. C'est la notion de métabolisme énergétique. Donc le métabolisme, en fait, c'est la production de chaleur, donc c'est une énergie. On parle parfois de thermogénèse, par un organisme vivant. Et ce métabolisme énergétique peut être mesuré, on verra, soit de façon directe, soit de façon indirecte. Et puis vous avez d'autre part le métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est le métabolisme énergétique d'un organisme qui est au repos complet, qui est à une température de confort, on dit à une température de neutralité thermique, sans aucun aliment dans le tube digestif, et qui représente la quantité d'énergie nécessaire pour la réalisation des fonctions vitales, des fonctions irréductibles, comme par exemple le fonctionnement du cœur, celui des muscles impliqués dans la respiration. La notion de métabolisme de base est en fait appliquée aux organismes endothermes, comme l'homme, on y reviendra. Alors on peut mesurer le métabolisme tout d'abord par calorimétrie directe.
Donc on va mesurer en fait ce qu'on pourrait appeler la thermogenèse métabolique. Alors la technique consiste à placer l'animal dans une chambre bien isolée. Ici, une chambre par exemple de 12 mètres cubes. Ici, vous avez une chambre un peu plus petite de 2 mètres cubes. Et cette chambre est bien isolée. Elle constitue en fait un calorimètre. Et de l'eau circule à travers des canalisations qui tapissent les parois isolantes de la chambre calorimétrique, si bien que la chaleur dégagée par l'animal est absorbée par l'eau qui circule dans la chambre, et ainsi la chaleur libérée par l'animal est mesurée simplement à partir d'une mesure de l'augmentation de la température de l'eau qui circule dans la chambre. Rappelez-vous, la calorie était définie comme l'énergie nécessaire à l'élévation de l'eau, de la température de l'eau. Alors les limites de cette technique, c'est que c'est une méthode qui est peu commode d'un point de vue pratique. C'est une méthode qui peut être imprécise pour des animaux dont le métabolisme est très faible. Et puis il faudrait des chambres calorimétriques de taille irréalisable pour de gros animaux. Donc cette méthode a surtout été utilisée pour les oiseaux et les petits mammifères dont le métabolisme est élevé. Un autre inconvénient de cette méthode est que le comportement, et donc finalement le métabolisme de l'animal, est nécessairement modifié en raison des contentions qu'imposent les conditions de mesure, puisque l'animal étudié n'est pas libre, il est emprisonné dans cette chambre, et ça entraîne évidemment un changement d'un point de vue comportemental. Donc il existe une méthode de mesure indirecte du métabolisme par la technique de calorimétrie respiratoire, et vous allez voir que c'est une méthode beaucoup plus commode. Alors quel est le principe de la calorimétrie respiratoire? Eh bien ici on ne va pas mesurer directement la production de chaleur, mais on va la calculer. Pour cela, on va considérer que le métabolisme d'un animal est essentiellement aérobie, notamment quand l'animal est au repos, et que la quantité d'oxygène qu'il consomme, donc le VO2 ici, volume d'oxygène consommé en litres, va permettre d'évaluer la production d'énergie, c'est-à-dire Q, le métabolisme, par le catabolisme oxydatif de ces nutriments. Alors on a à ce moment-là une équation très simple à utiliser, qui est que on va mesurer le volume d'oxygène en litres consommé par l'organisme et la production de chaleur, le métabolisme, est directement proportionnel à cette consommation d'oxygène. Donc l'équation, ce sera Q, le métabolisme, est égal à C fois VO2. Le métabolisme, on va le calculer. Le VO2, on va le mesurer. Et le coefficient de proportionnalité, on l'appelle le coefficient thermique moyen du dioxygène, c'est en fait la quantité d'énergie libérée lors de la consommation d'un litre d'oxygène. Alors évidemment, il nous faut connaître la valeur de C pour pouvoir calculer le métabolisme après avoir mesuré VO2. Alors pour connaître le coefficient thermique moyen de l'oxygène, eh bien, il va falloir savoir quel type de nutriments sont oxydés par l'animal. En effet, la valeur de ce coefficient C dépend de la nature des nutriments qui seront oxydés. Et pour avoir une idée de la nature des nutriments qui sont oxydés par l'organisme, eh bien, on va s'intéresser à un autre paramètre qui est le quotient respiratoire, QR, qui est le rapport du volume de CO2 produit sur le volume d'oxygène consommé. Donc, qui est un rapport qui traduit finalement les échanges respiratoires. Et la valeur de ce QR va permettre de déterminer quel type de nutriments sont oxydés par l'organisme, et on en déduira ensuite la valeur précise du coefficient C. Alors par exemple, bien si ce sont uniquement des glucides qui sont oxydés, le QR est égal à 1, et à ce moment-là, on a un coefficient C qui est égal à 21 kJ par litre. Alors cette méthode que je viens de vous présenter est plus commode que la précédente pour mesurer le métabolisme, et elle nécessite finalement de s'intéresser aux deux paramètres respiratoires, c'est-à-dire elle nécessite de mesurer la consommation d'oxygène, VO2, et la production de CO2 par l'organisme. C'est la raison pour laquelle on parle ici de calorimétrie respiratoire. Nous allons maintenant voir que les animaux échangent de la chaleur avec leur environnement, et nous allons voir qu'il existe 4 grandes modalités dans ces échanges de chaleur entre l'organisme et son milieu. Première modalité,
la conduction. Alors la conduction, qui est encadrée ici, c'est un phénomène physique par lequel la chaleur se transmet, c'est-à-dire est conduite, entre deux corps qui sont au contact l'un de l'autre. Comme ici, par exemple, entre ce petit cochon et le sol sur lequel il est. Alors ces deux corps sont ici solides, mais les deux corps qui peuvent échanger de la chaleur peuvent être aussi liquides ou gazeux. Donc quelle que soit la nature du corps, il peut y avoir une transmission de chaleur. Ce transfert s'opère toujours du corps le plus chaud vers le corps le moins chaud. Et ces transferts de chaleur peuvent également s'effectuer au sein même du corps, par exemple de la partie la plus chaude du corps vers la partie la plus froide. En fait, la conduction résulte d'un transfert direct de l'énergie cinétique d'une molécule à une autre. On peut exprimer le flux de chaleur par conduction, qu'on appellera ici le paramètre Q. Attention, Q, c'est ici une énergie en joules par seconde. Alors l'expression mathématique du flux de chaleur par conduction donne en fait l'équation suivante qu'on va commenter, soit deux points qui sont séparés d'une distance L en centimètres et qui sont caractérisés tous les deux par une température différente. On dira température T2 pour un corps et température T1 pour l'autre corps, avec ici T2 supérieur à T1. Les températures ici sont exprimées en degrés Celsius. Et bien le flux de chaleur, Q, en joules par seconde, qui est en fait la vitesse du transfert de chaleur par conduction du point 2 au point 1, dépend de 4 paramètres. Premièrement, il est proportionnel à la différence de température. Donc T2 moins T1 intervient ici, notion de gradient de température. Plus le gradient est important, plus la conduction ici est importante. Le flux de chaleur Q est également proportionnel à la surface de contact, qui est ici la surface S, qui est exprimée en centimètres carrés, qui est par exemple la surface d'échange cutané pour un organisme en présence dans son environnement. La surface S dépend notamment du poids et de la taille de l'organisme. Le flux de chaleur Q est inversement proportionnel à L. L, c'est la distance qui sépare les deux points. Donc évidemment, plus la surface d'échange est fine et plus les échanges sont importants ici. Et enfin, ce flux de chaleur par conduction dépend d'un coefficient, K, qui est le coefficient de conductivité thermique du matériau, du corps ou de la surface d'échange. Ce paramètre K, on l'appelle aussi la conductance thermique ou conductivité thermique. Elle est exprimée en joules par seconde, centimètre, degrés Celsius. Et ce paramètre K dépend de la nature du matériau. Par exemple, le cuivre a une conductance thermique très élevée, alors que l'eau a une conductance plus faible, l'air a une conductance beaucoup plus faible encore. Donc finalement, ce qu'on peut dire quand on compare les conductivités des différents matériaux, des différents éléments, eh bien on a donc des matériaux qui ont une conductivité très élevée, comme le cuivre. On a par contre l'air qui a une conductivité très faible. L'air est donc un très bon isolant et les structures qui contiendront de l'air, comme par exemple la fourrure des mammifères, les plumages des oiseaux, ou chez l'homme le fait de superposer des couches de vêtements, tout ceci va exercer un très très bon effet isolant. On note aussi que la conductivité thermique de l'eau est bien plus élevée que celle de l'air, ce qui signifie qu'un animal va se refroidir beaucoup plus vite dans l'eau que dans l'air. Enfin, le tissu adipeux a une conductivité thermique relativement faible. Le tissu adipeux va également servir d'isolant, par exemple aux mammifères et aux oiseaux aquatiques, car les animaux aquatiques, type mammifères et oiseaux, ont des poils et des plumes qui, quand ils sont immergés, vont retenir peu d'air, et donc le tissu adipeux jouera ce rôle isolant. On y reviendra dans la prochaine vidéo. Après avoir vu les transferts par conduction, un mot sur les transferts par convection. Bien, si par exemple vous êtes dans l'eau de votre baignoire, eh bien, il y a une conduction de la
de chaleur qui va se faire de l'eau chaude du bain vers votre corps. Mais au bout d'un moment, si vous laissez ce système, bien vous allez progressivement avoir l'eau de la baignoire qui va se refroidir et on va au bout d'un moment mettre fin au processus de conduction. Il y a une façon d'entretenir la conduction, c'est finalement d'ouvrir en permanence l'eau du robinet pour ramener en permanence de l'eau chaude. Et bien ça, c'est la notion de convection. Donc la convection, ce n'est pas une modalité particulière de transfert de chaleur, mais c'est un mécanisme qui entretient les phénomènes de conduction. La convection nécessite un fluide en mouvement, par exemple un courant d'eau, un courant d'air, la circulation sanguine, et ce fluide en mouvement permet finalement de favoriser les échanges de chaleur par conduction. Alors finalement, ces mouvements de convection qui renouvellent en permanence le fluide au contact de l'objet vont maintenir le gradient thermique qui aurait tendance à s'estomper à cause des échanges de chaleur par conduction entre le fluide et l'objet. Et donc la convection accélère considérablement les transferts de chaleur. Il est bien connu qu'un courant d'air permet de mieux supporter les excès de température. La convection dépend des mêmes paramètres que la conduction, auxquels il faut ajouter l'influence du débit du fluide en mouvement. Cette convection joue un rôle important dans les échanges de chaleur entre un organisme et son environnement, aérien comme ici, ou aquatique pour un animal aquatique. Mais vous avez aussi un système de convection sanguine qui sera responsable d'une grande partie des échanges thermiques internes à l'organisme. Le troisième volet dans ces modalités d'échange thermique, c'est ce qu'on appelle le rayonnement ou la radiation. Il s'agit ici d'un transfert de chaleur par rayonnement électromagnétique d'un objet à un autre sans que ces objets ne soient en contact direct, contrairement au mécanisme de conduction. Exemple, c'est l'animal qui se réchauffe aux radiations solaires et donc il va pouvoir accumuler de la chaleur venant finalement du soleil. Alors l'intensité de ce rayonnement émis par un objet quelconque dépend en fait de la température de cet objet émetteur. Et la longueur d'onde du rayonnement émis est d'autant plus courte que l'objet émetteur est chaud. Par exemple, les animaux qui ont une température en degrés Kelvin d'environ 300 sont de très forts émetteurs d'infrarouge. Les infrarouges sont des longueurs d'onde moyennes, ce qui leur permet finalement de dissiper facilement de la chaleur. Vous avez ici une image prise avec une caméra infrarouge, dans ce qu'on appelle une thermographie infrarouge, avec caméra thermique, qui permet de voir l'image d'un chien et de voir finalement cette production, ce rayonnement infrarouge qui est invisible évidemment à l'œil nu. C'est d'ailleurs ce type de caméra thermique qui est utilisé par l'armée pour voir des hommes dans la nuit. Alors on peut évoquer le Soleil, température 6000 Kelvin, donc une étoile de notre système solaire, espèce d'immense boule de gaz en fusion. Et elle, et bien comme elle émet des elle est un objet émetteur extrêmement chaud, et bien elle va donc émettre des radiations finalement qui sont de faibles, voire de très faibles longueurs d'onde. Donc le Soleil va émettre des longueurs d'onde faibles, c'est-à-dire les radiations visibles, mais aussi de très faibles longueurs d'onde qui sont les ultraviolets. Exposés au Soleil, les animaux sombres vont absorber une plus grande partie de l'énergie solaire que les animaux clairs. Et du coup, ils vont se réchauffer plus rapidement. Exemple, la salamandre noire, eh bien, elle a une couleur sombre et elle vit dans un environnement montagnard où il y a une température plutôt basse. Ça, c'est ce qu'on appelle le mélanisme montagnard. Il y a beaucoup d'organismes qui ont justement cette teinte sombre en milieu montagnard. Et puis au contraire, vous avez des organismes, comme ici le fennec, qui ont une couleur claire dans un milieu qui est finalement un milieu chaud. Donc on peut retenir finalement que les animaux sombres absorbent une plus grande partie de l'énergie solaire que les animaux clairs, et donc les animaux sombres vont se réchauffer plus rapidement. Un cas particulier, c'est l'ours blanc. L'ours blanc a une fourrure blanche qui lui sert notamment de camouflage sur la banquise, mais sous les poils, la peau est noire et elle permet justement d'absorber une grande partie
de l'énergie solaire pour se réchauffer. La quatrième modalité de transfert ici de chaleur, c'est en fait l'évaporation. Alors l'évaporation, c'est une évaporation d'eau, elle peut se faire par la peau, par la bouche, par le nez, et c'est un moyen, c'est le moyen le plus efficace pour dissiper de la chaleur. Donc voilà ici une évaporation par exemple la bouche ou par la peau. Cette chaleur évacuée par l'évaporation, on l'appelle la chaleur d'évaporation parce qu'elle est nécessaire au changement d'état de l'eau. Elle permet en fait de passer de l'eau liquide à l'eau vapeur. Et la vitesse de vaporisation de l'eau dépend de la température, mais aussi de l'humidité atmosphérique. Le renouvellement de la couche d'air en contact avec la peau par un courant sec va accroître fortement l'évaporation et donc le refroidissement. C'est ce qui se passe par exemple si vous faites un footing par temps chaud et sec. C'est aussi ce qui se passe si vous avez un éventail et que vous créez un courant pour accroître justement l'évaporation. Il existe une classification thermique des animaux que nous allons amorcer et que dans les prochaines vidéos nous allons préciser. Et on va mettre en place cette classification à partir tout d'abord des deux grands types d'organismes en fonction de l'étude de l'évolution de leur température corporelle en fonction de la température ambiante. Et on va s'intéresser en fait à deux organismes différents et pour chacun, on va regarder comment varie la température du corps quand la température ambiante varie. Alors premièrement, la souris grise. On est ici chez un mammifère et si on mesure la température corporelle en faisant varier la température ambiante, eh bien on se rend compte ici que cette souris maintient, c'est la courbe rouge ici, maintient sa température corporelle constante, quelles que soient les variations de la température ambiante. Vous voyez qu'une diminution de la température ambiante ne modifie pas sa température corporelle. Pourquoi? Parce que la souris produit suffisamment de chaleur métabolique, donc de chaleur interne, pour maintenir sa température corporelle au-dessus de la température ambiante. Donc chaleur interne qui permet de maintenir la température corporelle constante, on va parler d'endotherme. La souris grise est un organisme endotherme. Un deuxième organisme ici, le lézard agile, on va faire la même étude, influence de la variation de température corporelle en fonction des valeurs de la température ambiante, et on obtient ici la courbe bleue. Alors ici, eh bien, quand la température ambiante diminue, la température corporelle du lézard diminue aussi parce que son métabolisme énergétique est trop faible pour pouvoir élever sa température corporelle au-dessus de la température ambiante. Et là, au contraire, plus on refroidit l'environnement, plus la température du corps de l'organisme diminue. Rappelez-vous, c'est ce qu'on avait déjà vu avec le métabolisme du dorifort qui diminuait quand on refroidit l'animal. Donc ici, chez le lézard, la principale source de chaleur, elle ne vient pas du corps, mais elle est externe. Ce sera par exemple les radiations solaires. Et on parlera ici d'organismes ectothermes, avec, on voit ici, une température corporelle de l'ectotherme qui subit les mêmes fluctuations que la température ambiante. Alors quelques mots pour présenter un petit peu ces organismes ectothermes. Bien, la majorité des espèces animales sont des ectothermes. Les insectes, les poissons, les amphibiens, les reptiles. Et ces ectothermes présentent trois caractéristiques essentielles. Première caractéristique, les ectothermes ont un métabolisme peu actif, un métabolisme faible. Donc comme ils produisent peu de chaleur métabolique, beaucoup moins de chaleur métabolique que les endothermes, eh bien on l'a dit, ils ne peuvent pas parvenir à maintenir leur température interne constante. Donc un métabolisme faible. Deuxième caractéristique des ectothermes, ils sont mal isolés. Ils sont mal isolés. Du coup, comme ils sont mal isolés, bien la chaleur faible produite par leur métabolisme sera rapidement perdue vers un environnement plus froid qu'eux. Et puis, d'autre part, la forte conductance thermique des ectothermes va leur permettre d'absorber facilement de la chaleur à partir du milieu. Donc du coup, ça veut dire qu'ils sont très dépendants de leur environnement qui conditionne leur température interne. Les ectothermes sont mal isolés, ils ont donc une forte conductance thermique,
ce qui leur permet de gagner de la chaleur quand ils ont besoin de se réchauffer, mais ce qui malheureusement entraîne une perte de chaleur quand ils sont dans un environnement froid. Et chez les ectothermes, c'est surtout une régulation comportementale de la température qui est utilisée pour contrôler leur température centrale. On y reviendra dans la troisième vidéo du chapitre 2. Pour les endothermes, qui sont les oiseaux et les mammifères, 3 caractéristiques essentielles. Première caractéristique essentielle, un métabolisme élevé. Alors que les ectothermes, leur première caractéristique, c'était un métabolisme faible. Donc un métabolisme élevé, un métabolisme oxydatif élevé. La plupart de ces endothermes peuvent produire une importante chaleur métabolique, ce qui leur permet d'élever leur température très au-dessus de celle de l'environnement quand ils sont dans un environnement froid. La deuxième caractéristique, c'est une bonne isolation, alors que la deuxième caractéristique des ectothermes, c'était une mauvaise isolation. En effet, les endothermes sont relativement isolés de l'environnement, de sorte que leur température interne dépend essentiellement de leur propre production de chaleur. Beaucoup d'endothermes ont une conductivité thermique relativement faible à cause de la bonne qualité de leur isolation, fourrure, plumes, graisse. Ça leur permet de conserver la chaleur malgré des gradients qui peuvent être importants entre leur corps et leur environnement. Troisième caractéristique, chez les ectothermes, c'était une régulation comportementale. Ici, c'est une régulation de la température mettant en jeu des mécanismes physiologiques. On dira que les oiseaux et les mammifères sont des endothermes homéothermes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de maintenir constante leur température interne par des processus physiologiques que nous étudierons dans la deuxième vidéo du chapitre 2. Pour boucler cette vidéo, je voulais vous montrer que la température des endothermes n'est pas homogène et on va évoquer la notion de noyau et d'enveloppe thermique. Voici ici quelques mesures de température dans le corps humain. On a mesuré une température centrale, par exemple température au niveau du rectum, et puis des températures périphériques, cutanées, par exemple au niveau de la peau, au niveau des pieds. Alors ce qu'on observe, c'est que, quelle que soit la température ambiante, la température rectale, ici, reste élevée et reste constante, alors que la température cutanée moyenne, ou la température des pieds, elle va diminuer quand la température ambiante diminue. Donc ça permet de mettre en évidence en fait deux zones chez l'endotherme. Une zone qu'on appellera le noyau thermique, qui est une zone profonde dont la température ne varie pas, et puis une enveloppe thermique, donc une zone périphérique, dont la température va varier. Ici, vous avez une illustration de ce qu'on appelle la topographie thermique d'un homme, exposé soit à 20 degrés, soit à 35 degrés. Et les différentes couleurs, les différents niveaux de bleu expriment des différentes valeurs de température. Alors quand l'homme est habillé à 20 degrés, il est en équilibre thermique. Le noyau ici, c'est la partie la plus bleue, ici le bleu le plus soutenu. Eh bien, le noyau thermique, vous voyez, est la zone qui est à 37 degrés, qui reste à 37 degrés. Elle correspond en fait aux parties profondes et à la tête. Et la zone la plus périphérique ici, elle est à 28 degrés. Ça correspond en fait à une zone d'enveloppe. Et quand l'homme est toujours habillé, mais il est placé à 35 degrés, on voit que le noyau thermique est toujours à 37 degrés, donc la partie profonde. Par contre, la zone périphérique a changé de température. Vous voyez, la zone périphérique, elle est passée à 34 degrés ici. Donc ça veut dire que le noyau a une température constante, alors que l'enveloppe a une température variable, une température ici qui augmente quand la température ambiante augmente. Donc chez les endothermes, on va en fait distinguer deux zones. Une zone qui est le noyau qui est thermiquement stable, qui est la zone finalement homéotherme, qui est composée des parties profondes et notamment du cerveau. Et puis une enveloppe dont la température est variable. Donc on peut dire en fait que l'homéothermie ne s'applique strictement qu'au noyau. C'est sur le noyau thermique que vont se focaliser les mécanismes de thermorégulation, alors que les téguments, les tissus sous-cutanés, l'enveloppe, a une température variable, elle est plutôt hétérotherme. Alors voilà ici un schéma qui présente les différents organes du corps avec leurs différentes températures.
Et ces organes font partie en fait du noyau thermique, hein. Mais on voit que ces différents organes chez l'homme ne sont pas tous exactement à la même température. Leur température individuelle peut varier un petit peu et entre eux, ils ne sont pas tous exactement à la même température. Alors les organes du noyau thermique, c'est notamment le cœur, ici l'oreillette, c'est le cerveau, ici l'hypothalamus, c'est le foie, c'est l'estomac. Ce sont des organes en fait qui produisent beaucoup de chaleur et qui ont donc une température élevée. Donc, vous voyez, aux alentours de 37 degrés, mais chacun n'a pas exactement la même température et leur température individuelle, vous voyez, peut varier dans une certaine gamme. Notons que dans l'espèce humaine, la température rectale est l'une des plus élevées. Et puis, cette température rectale est relativement constante. Elle est souvent considérée comme une référence pour la température centrale. Les thermomètres médicaux à mercure mesurent en fait la température anale qui est un petit peu plus superficielle que la température rectale. Et puis la température du tympan, là aussi est une bonne référence parce qu'elle est assez proche de la température de l'hypothalamus. On reverra l'importance de l'hypothalamus dans la thermorégulation chez les endothermes. Et cette température tympanique est souvent considérée comme représentative de la température centrale. Et vous avez des thermomètres qui sont des thermomètres tympaniques qui sont tout à fait efficaces. Alors nous allons, pour boucler ce paragraphe, évoquer la notion de refroidissement d'un organe, en l'occurrence ici le testicule, chez les mammifères. En effet, chez les mammifères, la production de spermatozoïdes, c'est-à-dire la spermatogénèse, nécessite une température inférieure de quelques degrés à 37 degrés. Et du coup, eh bien, on va avoir un organe qui va subir un mécanisme de refroidissement qui n'est d'ailleurs pas comparable selon que le mammifère est terrestre ou aquatique. On va commencer ici par le mammifère terrestre. Alors chez les mammifères terrestres, les testicules, en tout cas de la plupart des mammifères terrestres, ne sont pas situés dans la cavité abdominale, mais ils sont situés dans le scrotum, c'est-à-dire en fait dans une poche cutanée qui est en position finalement extra-abdominale. Et la descente des testicules dans le scrotum, aussi, ou on dit aussi dans les bourses, va se faire à la fin de la vie fœtale. Vous avez en fait une descente qui est stimulée par la testostérone, produite par le testicule fœtal, et qui est guidée en fait par un cordon de tissu fibreux qu'on appelle le gubernaculum. Alors dans le scrotum, la température est inférieure de quelques degrés, de 4-5 degrés, à la température corporelle interne, ce qui est nécessaire, on l'a dit, à la spermatogénèse. Vous avez des cas de cryptorchidie clinique, c'est-à-dire chez l'homme, l'absence de descente testiculaire chez l'embryon, si bien qu'il n'y a pas de testicules dans le scrotum chez le nouveau-né. Et le risque, évidemment, serait de ne pas avoir de spermatogénèse au moment de la puberté. Un enfant qui est cryptorchide serait stérile à partir de la puberté. Et donc, on opère précocement ces enfants pour permettre la descente testiculaire. On va terminer ici avec le cas des mammifères aquatiques et l'exemple du dauphin. Alors chez les mammifères marins, comme chez les dauphins, les testicules sont logés en permanence dans la cavité abdominale, ce qui favorise l'hydrodynamisme, mais les testicules sont aussi refroidis, donc pas par leur position ici, mais par un système de vascularisation originale qui les maintient à une température inférieure à 37 degrés. Et je vais vous présenter ce mécanisme original de vascularisation. Alors en haut, dans la partie A, on a le système veineux ici. Et on observe en fait une convergence vers le testicule ici des veines superficielles, des nageoires dorsales et caudales. Et ces veines superficielles vont transporter vers le testicule du sang qui a été refroidi au niveau de ces nageoires. Donc le sang qui arrive ici, sang bleu si vous voulez au niveau du fait que c'est un sang veineux, et sang froid puisqu'il a été refroidi par contact avec l'eau au niveau des nageoires. Le schéma B présente l'irrigation artérielle du testicule. Le sang artériel aortique, donc rouge si vous voulez pour
la couleur de l'illustration. Et puis un sang chaud, c'est du sang qui vient du cœur et qui irrigue les testicules. Et ce sang qui vient donc de l'aorte va parvenir aux testicules par un réseau dense d'artères parallèles qu'on appelle le plexus artériel. Et je vais vous montrer comment fonctionne l'échangeur thermique en amont du testicule. Bien juste en amont du testicule, le réseau d'artères du plexus artériel est en fait étroitement accolé au réseau veineux qui provient des nageoires, si bien qu'un échange de chaleur s'effectue entre ici plexus artériel et le système veineux. On est en présence ici d'un exemple d'échangeur thermique à contre-courant. Donc il y a un échange ici entre le sang chaud venant de l'aorte et le sang froid provenant des nageoires. Et ces échanges de chaleur sont amplifiés par le fait que le sang veineux et le sang artériel circulent à contresens. On dit que le contre-courant amplifie les échanges. Et nous aurons l'occasion de voir plein d'autres systèmes à contre-courant dans les prochaines vidéos sur la thermorégulation. L'intérêt de ce système est de permettre aux calories, à la chaleur du sang artériel d'être finalement perdu avant d'arriver au testicule, ce qui permet de refroidir le sang des artères testiculaires avant que celui-ci ne pénètre dans le testicule. C'est donc un exemple d'organe dont la température est abaissée par un système de vascularisation original. Je vous remercie de votre attention. Je vous retrouve pour la poursuite de ce chapitre 2 dans une seconde vidéo qui sera consacrée aux endothermes face aux contraintes thermiques. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.